écoutez, bonjour à tous et bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup. Jean-Marc Guillemet, tu es CEO du groupe Petit Bateau et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Charles, merci pour l'invitation. Merci. Alors, Petit Bateau, c'est une marque emblématique française extrêmement connue. Ça vous existez depuis plus de 100 ans et je pense que tous ici, on a un jour ou l'autre porté un vêtement Petit Bateau, petit ou grand d'ailleurs, parce que vous faites également des vêtements pour adultes. Et en fait, Jean-Marc, depuis 3 ans, tu mènes une transformation du groupe et avec des résultats assez impressionnants pour une organisation qui est plus que centenaire. Et tu vas nous en parler aujourd'hui. Merci pour ça. Mais avant de sauter dans le sujet, est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton parcours? Oui, alors je vais faire rapide. J'ai commencé dans l'automobile. J'ai bossé 8 ans dans l'automobile, plutôt dans les fonctions supply. J'ai basculé après dans la cosmétique. Je suis arrivé dans le groupe Rocher, qui est propriétaire aussi de la marque Petit Bateau. Le groupe Rocher, il est principalement connu par la marque Yves Rocher. Donc, j'ai bossé 18 ans dans les cosmétiques au sein du groupe où j'ai exercé à peu près tous les métiers des opérations, donc de la distribution à la production, en passant par la direction d'usine, développement de nouveaux produits et puis achat. Et effectivement, je suis arrivé milieu de l'année 2019 chez Petit Bateau en tant que directeur des opérations, avec donc la responsabilité donc de l'ensemble des métiers des opérations, les achats, la production, la distribution, et puis la supply, la qualité, etc. J'ai l'habitude de dire tous les petits lutins qui fabriquent les produits Petit Bateau. Voilà, j'ai l'immense chance d'être responsable de toutes ces activités et de manager toutes ces équipes-là. Alors, on m'a présenté, je tiens tout de suite à dire, on m'a présenté comme un leader du 4.0. Je voudrais tout de suite corriger ça, non seulement par modestie, mais aussi parce que je pense qu'on peut plutôt se qualifier d'un des leaders de la transformation rapide, dont le 4.0 est un facilitateur, mais on y reviendra. Oui. Et toute la transformation que je vais vous raconter, j'ai envie de vous dire que derrière, il y a énormément d'équipes qui sont engagées à mes côtés pour exécuter cette transformation. D'accord, excellent. Et en fait, quand tu as pris le poste, le mandat, c'était piloter les opérations de bout en bout avec un objectif de se réinventer parce que la marque connaissait des déboires, des problématiques financières et autres, et vous aviez vraiment besoin de vous réinventer, c'est ça? Oui, exactement. Alors déjà, peut-être qu'il faut commencer par repréciser le périmètre Petit Bateau, oui, parce que vous nous connaissez tous via effectivement les produits, peut-être les bodys ou les culottes que vous avez tous portés dans votre plus jeune âge. Mais la société, le groupe Petit Bateau, peut-être un petit peu moins. En fait, nous sommes d'abord effectivement des créateurs de vêtements et des innovateurs, parce qu'on a la fierté de dire que la petite culotte, c'est nous qui l'avons inventée il y a un peu plus de 100 ans. Nous sommes évidemment ce qu'on appelle vulgairement des metteurs sur le marché, des distributeurs avec des canaux magasins, e-commerce, wholesale en France et puis au-delà en Europe et dans le monde entier. Mais aussi, on est un des derniers fabricants avec un outil industriel intégré et en particulier basé en France, 3 dans l'Aube, avec la maîtrise de toute la chaîne de valeur du textile que je vais détailler rapidement. On va partir d'un fil de coton, puisque c'est notre matière première principale. Et ce fil de coton, on va le tricoter, on va le teindre, on va l'imprimer, on va l'ennoblir, le finir, et puis après, on va couper ces tricots, on va les confectionner, et à la fin, on a un t-shirt, une culotte, etc. Donc voilà, une usine historique, puisqu'elle date de 1893, basée à Troyes. Et puis dans l'outil industriel de Petit Bateau, on a aussi un entrepôt logistique par lequel transitent tous nos produits, et celui-ci est basé aussi à Troyes. Et puis on a notre propre usine basée aussi à Marrakech. Et j'oublie pas tout un réseau de partenaires qui complète l'offre et qui nous aide à tout fabriquer. Un réseau de partenaires de longue date. Quand je dis partenaire, ce n'est pas un vain mot, puisqu'on travaille avec eux depuis 15 ans en moyenne, oui. Basé principalement en Euromed. Et notre plus gros partenaire, qui est basé aussi au Maroc, ça fait 30 ans qu'on travaille avec eux. Donc, vous voyez que partenaire, ce n'est pas un vain mot. Voilà, donc Petit Bateau, c'est tout ça. Ouais. Et après, tu me disais effectivement difficultés financières, enfin situation quand tu es arrivé.
Ouais. Effectivement, la société était en difficulté et perdait de l'argent. La crise Covid n'a rien arrangé et donc il y avait un vrai besoin de se transformer, de transformer le business model de Petit Bateau Ouais. pour tout simplement pour survivre. D'accord. Voilà. Donc j'imagine ça a vraiment œuvré. Enfin, c'était un bon déclencheur, une bonne motivation pour les équipes pour se réinventer. Bah, effectivement, quand on démarre un changement, je crois que le point le plus important, le point de départ, c'est ce que j'appelle la prise de conscience. Avant de déclencher n'importe quelle opération, n'importe quel projet de change, c'est déclencher cette prise de conscience qui pour nous était très simple, hein, c'était de communiquer et de dire la vérité. D'accord. La boîte perd de l'argent. Voilà, déjà, c'est un fait, et même de manière très importante. Et quand on se regarde plutôt au niveau des opérations, ben, notre outil industriel et logistique intégré, dont on s'était très peu occupé ces dernières années, hein, autant au niveau des hommes que des machines, ben, cet outil industriel intégré et logistique, il va devenir un poids que la marque ne pourra plus supporter. Oui. Voilà. Et ça, on se l'est dit, ça, on a communiqué pour que la prise de conscience soit réelle. Alors après cette prise de conscience, tout de suite, il faut… Excuse-moi, tu voulais me poser une question? Non, je disais, et je pense que vous avez une position particulière par rapport à certains de vos confrères. C'est intéressant quand tu présentes l'étendue de vos activités. Vous partez vraiment de la matière première. Vous faites tout depuis la création, la transformation de la matière, la fabrication, la distribution. Vous êtes vraiment complètement intégré, verticalisé. J'imagine que tous vos concurrents et tous les gens sur le marché, il y en a assez peu qui sont dans cette position, non? Oui, c'est assez atypique. Donc forcément, ça a pu poser question à certains moments pour se dire, mais finalement, avons-nous le bon modèle? Et c'est d'autant plus, ces questions sont d'autant plus prégnantes quand nous sommes en difficulté. D'accord. Nous, on a pris le pari de dire que, au contraire, c'était ou ça allait devenir un atout. Et suite à la prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, le point suivant, ça a été de se dire comment on se redonne envie finalement tous, comment on donne envie de se transformer. Et on l'a fait d'abord au niveau de la marque, en retravaillant sur ce qu'on a appelé notre plateforme de marque, que je ne détaillerai pas, mais je vous rappellerai juste pour ceux qui l'ont aperçu, ou voilà, sinon j'en parle, notre nouvelle devise qui est liberté, qualité, durabilité. Voilà, on l'a voulu comme un drapeau là, qui claque fièrement au vent et qui rappelle nos valeurs fondamentales. Et pour les opérations, très clairement, on a renversé ce qui était devenu un inconvénient et on a dit on va faire de notre outil industriel et logistique intégré une force inédite au sein de la marque. Et on a travaillé sur ce qu'on a appelé, alors on peut parler de Graal, on peut parler d'aventure, on peut parler de rêve partagé, en tout cas quelque chose qui donne envie à tout le monde de se lever, de s'impliquer, de se dire bah oui, on va changer les choses, nous allons nous transformer. Et ça, évidemment, ça se communique dans toute l'entreprise, avec les managers, avec l'ensemble des équipes. Et ça doit se concrétiser immédiatement en opportunités d'action, d'implication pour chacun. Parce que parler, c'est bien, faire, c'est mieux. Et suite à ça, on a aussi très clairement au niveau des opérations défini nos priorités. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se transforme? Les priorités, elles étaient très claires, je vais les partager avec vous. C'était 1, la rentabilité. 2, la réactivité. Et vous comprendrez pourquoi après, j'ai insisté sur cette partie réactivité. Et puis 3, ce qu'on appelait la RSE, ça faisait les 3 R, c'était assez facile à retenir. Et dans la RSE, on y mettait autant tout le souci environnemental par rapport à nos activités, et puis aussi le souci des hommes au sens large. Et ces 3 priorités, elles étaient assises sur ce qui fait notre ADN, ce qui fait notre savoir-faire depuis des décennies, qui est la qualité et la durabilité de nos produits. On ne voulait évidemment pas renier sur cet ADN historique. Donc voilà, c'était important de définir ces priorités parce qu'après, ça guide nos actions au quotidien.
C'est vraiment notre boussole au quotidien. D'accord. Et donc ça, c'est une vision et un plan de transformation que vous avez bâti il y a 3 ans et que vous mettez en œuvre pour révolutionner et transformer vos opérations aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter un des exemples des solutions qui ont été mises en œuvre et qui a permis de changer les façons de faire Petit Bateau? Ouais. Ben, un exemple très concret, c'est la mise en place l'année dernière d'une imprimante numérique, textile en continu. On avait promis en France à utiliser cette techno sur du 100% maille, hein, qui est notre cœur de métier, là, les produits que nous fabriquons. Donc, on est sur une très grosse imprimante, hein, qui va imprimer sur des lèses jusqu'à 1,60 m nos tricots et faire tous nos imprimés et basculer d'une techno où on était sur des technos plus classiques d'impression avec des notions de MOQ, des notions de temps de développement très très long, des réactivités donc aussi beaucoup plus longues, des impacts environnementaux aussi moins bons, à une techno qui permet de révolutionner la façon dont on travaillait. Et j'oserais dire en plus, cerise sur le gâteau, de réinternaliser une activité chez nous. Puisqu'en fait, dans la chaîne de valeur intégrée dont je vous parlais tout à l'heure, jusqu'alors, l'impression était une activité qui était sous-traitée et n'était pas présente sur le site. Et ce faisant, avec cet investissement, on réintègre cette activité sur notre site historique. Et on maîtrise donc, pour le coup, vraiment tous les maillons de la chaîne de valeur. Voilà. Là, vous êtes vraiment 100% intégré de bout en bout du fil jusque dans les mains du client. Exactement. Ah, mais ça, c'est pas vraiment on va dire, c'est pas vraiment le courant qu'a pris le textile depuis des années de vouloir tout réinternaliser, tout verticaliser. Et ça, en faisant ça, vous avez réussi à… Quels impacts vous avez eu? De quelle manière ça a amélioré la performance? Bah, je vais reprendre les objectifs que je vous fixais, que je vous rappelais précédemment, hein, pour se dire, avec cette nouvelle techno, qu'a-t-on gagné? En rentabilité, on a gagné 30% sur nos prix. En réactivité, je donnerai 2 exemples, hein, le time to market, donc notre temps de développement, et puis la réactivité, la production en cours de saison. En time to market, on est capable de développer maintenant en 2 semaines un nouvel imprimé, là où avant on mettait 13 semaines. Et j'imagine que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le métier de la confection. Les modes changent tellement souvent que si on veut pouvoir bien vendre une collection, il faut savoir connaître son client et la produire de façon extrêmement rapide avec un outil industriel flexible comme celui que vous avez mis en place. Voilà, et être capable de se réajuster, comme tu disais, très rapidement si on n'avait pas tout prévu comme initialement. En lead time, puisque là on parlait de développement, en lead time, c'est-à-dire vraiment en réactivité en cours de saison, je mettais 4 semaines avant à peu près sur cette activité d'impression. Maintenant, en 1 semaine en moyenne, je suis capable. Et si je veux aller très vite, en 1 journée, on est capable de faire un imprimé et après derrière de l'envoyer dans l'atelier suivant. Et donc très rapidement de mettre sur le marché de nouveaux produits. Et en termes de RSE, l'impact environnemental, il est important aussi, hein. On a diminué de 50% notre consommation d'électricité sur ce maillon-là, de 30% notre consommation d'eau. Et cerise sur le gâteau, on travaille avec des cartouches d'encre qui sont recyclables. On est en boucle fermée avec notre fournisseur, ce qui fait qu'on génère aucun déchet. Il est évident que cette techno, on a été très vigilant sur les aspects qualité et durabilité des produits. On ne voulait pas renier par rapport aux technos, j'allais dire ancestrales. Donc, on a fait des tests très poussés. On a vraiment challengé notre fournisseur pour être certain que nous serions au même niveau que ce que nous avions avant, ce qui est le cas. Et puis, évidemment, on a maintenant des possibilités de création qui sont décuplées parce que c'est des technos aussi qui nous apportent des niveaux de créativité, de possibilités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait avant. Donc, voilà, ça, c'est des résultats, j'allais dire, qui sont très, très forts par rapport aux objectifs dont je vous parlais précédemment. Je n'oublierai pas aussi l'aspect humain, parce que, mine de rien, un projet comme ça, c'est un peu la première brique concrète d'une transformation, donc ça signifie beaucoup de choses. Et j'aime à dire qu'il y a plus de 50 personnes qui se sont mobilisées sur ce projet. J'ai la fierté de dire que les gens qui tournent aujourd'hui sur la machine, qui pilotent cette machine, ce n'était pas leur métier il y a 1 an. Ils faisaient un tout autre métier.
Ils étaient au sein de l'usine, ils étaient sur des technos qui étaient plus vieillissantes, avec moins d'avenir. Et c'est des gens volontaires qu'on a formés en Italie chez notre fournisseur et évidemment sur place chez nous et qui sont maintenant aux commandes de cette machine. Et ce n'est pas la moindre des fiertés que d'avoir réalisé ça. Ouais. Ouais, bah bravo, vous avez amené un nouveau métier, un nouveau savoir-faire dans la région et transformé vos opérations pour être beaucoup plus réactif. Alors ça, c'est une magnifique innovation software, hardware, pardon. Et justement, dans la communauté aussi, on est aussi très friand d'innovation software parce que c'est aussi un des courants qui est en train de se passer maintenant. Quand on a préparé l'interview, tu m'as parlé d'innovation software aussi du côté de la création. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, je vais vous développer là une transformation qui est en œuvre dans une direction voisine de la mienne, hein, qui est la direction produit, qui est sous la responsabilité d'Anne Massanet chez nous, hein, ma collègue directrice produit. On est dans le textile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la création d'un nouveau produit, on part d'équipes de style qui vont faire des croquis sur un papier. Je vous la schématise et je vous la fais simple. Hein. Et puis après, on va passer dans les mains de modélistes qui vont faire des patrons, qui vont imaginer le vêtement. Et puis, pour voir à quoi ça ressemble, on va passer dans l'atelier, on va faire un prototype. Donc, c'est une vraie pièce avec la vraie matière. Et puis, ces prototypes, derrière, peuvent être déclinés en échantillons. Et puis après, enfin, on partira en production. Bon, ça, c'était le procédé classique que tout le monde utilise depuis des années. Nous, notre choix, il y a 2 ans, ça a été de se dire on va basculer en développement 3D. Donc, pour ceux d'entre vous qui bossent dans l'aéronautique ou l'automobile ou d'autres, évidemment, c'est votre quotidien. Vous voyez que pour nous, c'était complètement nouveau. Et on a décidé donc de basculer dans une création et un développement intégral de nos collections en 3D. Ouais. Donc, le premier coup de crayon, il se fait sur la tablette, il se fait dans l'outil de création. On n'est plus vraiment styliste, on devient un peu modéliste. Et d'ailleurs, la modéliste intervient beaucoup plus en amont dans le process. Donc, on est beaucoup moins séquentiel, mais beaucoup plus un travail collaboratif qui s'instaure dès le départ. Et in fine, on va avoir beaucoup moins de prototypes qui vont être réalisés, beaucoup moins d'échantillons, et on va gagner énormément de temps. Donc, on a un gain de temps, on a un impact sur l'environnement qui est extraordinaire parce que les prototypes, les échantillons, c'est des produits qui sont faits et qui généralement ne sont pas vendus et ça devient très vite des déchets. Donc, c'est très intéressant de pouvoir le réduire. On a démarré il y a 2 ans. À date, il y a 50% de nos modèles qui sont déjà créés en 3D. À la fin de l'année, il y aura 100% de nos modèles qui seront créés en 3D. Alors, je vous le disais, c'est classique pour certaines industries, c'est moins répandu pour le textile, mais ça existe, en particulier dans la mode adulte. Il faut savoir que pour une marque enfant comme nous, on est vraiment pionnier, parce que typiquement, créer des avatars bébés ou enfants, ça n'existait pas. Quand après, on se dit, on va faire un défilé, comment je fais défiler des bébés, comment je fais défiler des enfants en 3D, comment j'ai des avatars sympas qui donnent envie. Tout ça, on travaille avec des startups qui sont avec nous sur le sujet, ou des entreprises qui sont plus développées, mais pour vraiment innover et avancer dans cette voilà. Là aussi, en tout cas, c'est une transformation vraiment rapide qui a été effectuée, dont nous sommes assez fiers, avec une transformation profonde des métiers, des façons de travailler et une forte implication de tout le monde. Et vous avez divisé le cycle de création par 2 ou 3 et ensuite divisé le cycle de production par 2 ou 3. Donc là, ça vous a donné une vitesse de création et de production beaucoup plus rapide. Mais tu nous parles de technologies à chaque fois qui sont… tu dis que vous n'êtes pas les premiers, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, ce n'est pas forcément le niveau qu'on atteint, c'est le chemin parcouru. Et vous avez pris un métier centenaire et vous avez mis en place des technologies nouvelles pour lui faire un saut de plusieurs générations et en un temps extrêmement court. Et ça, c'est vraiment très difficile à réaliser. Donc, bravo pour ça. Merci. Alors, tu nous as parlé on a parlé pas mal d'outils hardware, d'outils software. Est-ce que tu peux nous parler des changements d'organisation qui ont été nécessaires pour arriver à faire travailler tu
tu nous as parlé un peu de nouvelles compétences, des gens qui ont appris à travailler sur de nouvelles machines, mais est-ce que vous avez changé aussi l'organisation de la société dans son ensemble pour accompagner ces nouveaux outils? Oui, tout à fait. Pour réussir une transformation et le faire rapidement comme on l'a fait, je pense qu'un point essentiel, au-delà de ce que j'ai déjà raconté, hein, d'avoir une boussole, d'avoir une vision, c'est d'avoir des directions qui soient alignées, hein, qui regardent toutes dans la même direction, et que ces directions, elles aient des périmètres de responsabilité responsabilisants, justement. Et je vais citer deux exemples finalement, hein, qui ont été des périmètres qui ont évolué sur la partie développement produit, ce dont je viens de parler précédemment. Là où avant on avait des périmètres disjoints et deux directions qui étaient sur tout ce processus de création, développement produit, aujourd'hui c'est une seule direction avec une patronne dont je parlais tout à l'heure, Anne Massanet, qui est responsable du premier coup de crayon jusqu'à la fin du développement des produits. De mon côté, sur la partie supply, là où avant j'avais aussi une partie du périmètre, et puis une autre partie du périmètre supply était dans une autre direction. On a refondi l'organisation pour que je sois capable d'avoir sous mon périmètre une supply vraiment end-to-end. Quand je dis end-to-end dans notre métier, ça veut dire qu'on démarre au niveau de la prévision de vente et je vais jusqu'à le niveau de stock que je vais implanter dans chacun de mes magasins en France et en Europe. Je suis passé par la planification des usines, je suis passé par la pro des fournisseurs. Et voilà, mon directeur supply, il s'occupe de tout ce périmètre-là. Évidemment, c'est très responsabilisant et ça permet d'envisager des transformations et des optimisations globales qu'on n'envisage pas sinon, parce qu'évidemment, on va plutôt essayer d'optimiser chaque petit bout du process et en particulier celui dont nous sommes responsables. Donc, c'est aussi un facteur clé de succès, selon moi, d'avoir mis en place ces organisations responsabilisantes avec un périmètre très clair qui nous permet, je le répète, d'avoir cette optimisation vraiment globale. D'accord. Eh ben c'est assez impressionnant. Alors moi, j'aimerais finir là-dessus parce que je suis impressionné de la transformation. J'aimerais que tu nous rappelles un peu toutes les bonnes pratiques ou tous les points clés que vous avez réussi à utiliser pour changer une organisation centenaire comme ça en 3 ans et de façon aussi rapide avec les résultats aussi tangibles que tu nous présentes. Comment tu conseillerais d'autres industriels comment ils pourraient utiliser les bonnes pratiques que tu as mis en place pour les appliquer chez eux et réussir de la même manière? Alors, ce sera un partage d'expérience. Si j'essaie de prendre un petit peu de recul, sans revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais qui est important, hein, la prise de conscience, donner envie, définir une vision, avoir des directions alignées et sur des périmètres responsabilisants, j'ai envie de donner 3 points complémentaires qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est l'excellence opérationnelle. Je n'en ai pas parlé jusqu'alors. La culture du lean, pour moi, c'est la base, et de mes expériences précédentes, c'était la base. Elle n'est pas présente chez nous à date, cette culture, ou elle l'était peu, et nous sommes en train de l'implanter. Ça me paraît fondamental parce que toutes ces transformations que nous sommes en train de faire, elles ne seront assises sur du solide et se maintiendront dans le temps, voire, et surtout, elles s'amélioreront que si on a cette culture d'excellence opérationnelle. Et ça me paraît un point fondamental à mettre dans toute entreprise. Et très clairement, nous, on est au tout début du chemin sur ce sujet-là. Le deuxième point qui me paraît aussi très, très important, c'est l'état d'esprit. Et pour symboliser cet état d'esprit différent, ce que je veux dire par rapport à l'état d'esprit, je vais reprendre les mots d'un chef de projet avec qui je discutais il n'y a pas longtemps et qui me disait, j'ai bien aimé sa phrase, en fait, maintenant, on accepte d'être médiocre au début. J'explicite un peu. C'est en fait une approche test and learn qu'on a beaucoup mise en œuvre ces derniers temps, qu'on ne savait pas faire avant. On était dans une logique, tant qu'on n'est pas parfait, on ne fait rien. Donc, on passait beaucoup de temps à réfléchir. On faisait des gros projets et ça aboutissait moins souvent. Là, maintenant, comme il me le disait, voilà, on accepte de démarrer alors que ce n'est pas terrible. Mais ce n'est pas grave.
on fait notre MVP ou notre POC, enfin appelons-le comme on veut, Oui. et puis on va cranter, puis on va s'améliorer, on va avoir des retours clients, on va avoir des retours des parties prenantes, et on va s'améliorer, on fera mieux la prochaine fois, et ainsi de suite. Et ça, cet état d'esprit, selon moi, il est fondamental pour faire adhérer les équipes, parce qu'on est très vite dans le faire, et puis aller plus vite dans l'implémentation. Oui. Et cet état d'esprit, il nous a été insufflé par mon troisième élément clé, hein, qui est l'ouverture vers l'extérieur. On s'est beaucoup ouvert vers l'extérieur ces dernières années. On est loin d'avoir fait tout seul. Et l'ouverture vers l'extérieur, c'est à la fois vis-à-vis de nos confrères. On a été à l'initiative sur la partie territoriale, là, sur 3 de ce qu'on a appelé un pôle d'excellence de la maille 4.03, où on s'est dit finalement, on est plein de textiliens avec les mêmes enjeux, les mêmes challenges. Et pourquoi travailler chacun dans notre coin? Est-ce qu'on n'aurait pas matière à partager, à se voir régulièrement pour trouver des chantiers sur lesquels nous pourrions avancer avant? Donc voilà, premier point, ouverture vers les confrères, c'est important. Le deuxième point, c'est ouverture vers les écoles. On travaille beaucoup aussi avec des écoles. On fait partie de 2 chaires, une chaire avec une école d'ingénieurs sur Biarritz. Donc ça nous fait voyager un peu, en plus, on est content. La chaire Bali, et où on y retrouve aussi des confrères d'ailleurs du textile, Decathlon et RAM pour pas les nommer. Ouais. Et puis on a une chaire aussi sur 3 avec l'école d'ingénieurs de 3, l'UTT, qui s'appelle la chaire Connected Innovation, où là on est plutôt justement sur des approches data, sur des approches IA. Et en tout cas, voilà, on partage avec des universitaires, on partage avec des étudiants, on accueille des thésards chez nous, et ça nous enrichit énormément. Évidemment, de se confronter à l'extérieur, on apprend, on évite d'aller dans des impasses, où on se conforte plus vite que des solutions qu'on est en train de tester sont les bonnes. Et puis le troisième élément d'ouverture vers l'extérieur, et c'est celui-ci qui nous a apporté le plus l'état d'esprit précédent dont je parlais, c'est l'ouverture aux startups et travailler avec des startups. Évidemment, la Galaxy OSS nous a beaucoup aidé sur le sujet. Je crois qu'on a plusieurs dizaines de startups qui travaillent avec nous actuellement, que ce soit en supply, en qualité, en production, au niveau du commerce chez nous. Et ça nous permet aussi d'aller très très vite et d'apprendre énormément. Donc voilà, les 3 points, si je les répète, hein, qui me semblent clés, c'était 1, ne pas oublier l'excellence opérationnelle, 2, cet état d'esprit différent, et puis 3, cette ouverture vers l'extérieur. Ouais, merci beaucoup Jean-Marc. Moi, j'aime beaucoup ce point sur l'ouverture extérieure, notamment parce que c'est une des choses qui a animé la création de cette communauté industrie. Et c'est vrai que cette culture test and learn qui était plutôt la culture du monde du développement informatique, du développement logiciel, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'écrire une ligne de code et de la réécrire. On jette pas de matière et on peut tester vite. Et cette culture qui a pénétré le monde de la production et le monde de l'industrie manufacturière, où les gens avaient plutôt l'habitude de faire des longs projets CAPEX parce que c'était culturellement comme ça qu'on faisait. Ça a vraiment révolutionné l'agilité des industriels. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que vous avez réussi à prendre ça rapidement et à le mettre dans la culture de votre entreprise. Alors, on a une question là dans le feed. C'est quelqu'un. Alors, la question est un peu longue, mais si je résume, il y a un point, c'est comment vous avez réussi à insuffler, en fait, dans une situation où vous étiez en difficulté financière, d'arriver à faire tous ces investissements, parce que tu parles d'acheter et d'investir dans une technologie qui est de l'imprimante numérique. J'imagine que ça devait être des investissements assez conséquents. Vous avez ouvert votre organisation et innové dans beaucoup de directions assez rapidement. Comment vous avez réussi à faire ce choix courageux d'investir malgré la difficulté pour vous renouveler? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'était une grosse difficulté. Alors d'abord, il faut se dire qu'on a la chance d'être adossé au groupe Rocher qui nous a fait confiance, qui a cru
plan de transformation et j'allais dire au plan de relance que nous proposions. Donc, forcément, ils nous ont aidés là-dessus, mais pas que. Et pour nous aider, d'ailleurs, je dis toujours, la confiance, ça se mérite. Donc, ça veut dire que on s'est mis à travailler dur aussi pour avoir des résultats et pour montrer que de notre outil industriel et logistique, on pouvait générer des résultats pour la marque, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Et évidemment, ça donne confiance à l'actionnaire pour vous suivre quand on obtient des résultats. Et typiquement, de faire de l'excellence opérationnelle aussi très rapidement et de montrer à quel point ça peut changer nos façons de faire sans investir, mais uniquement en travaillant de manière plus efficiente, ça alimente de manière positive le capital confiance de l'actionnaire, je vais le dire comme ça. Et puis après, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est malin. Donc, on allait à la pêche aux subventions. Et en particulier, on a bénéficié du plan France Relance. Dès octobre, on a déposé un dossier. Et typiquement, notre imprimante, elle a été financée à 30% par une subvention du plan France Relance. D'accord. Et sur la partie que tu nommais en premier, là, sur la culture d'excellence opérationnelle, la culture Lean, c'est une question de Samuel. Comment tu as réussi à l'inculquer dans l'organisation Petit Bateau? Est-ce que ça a été fait en interne ou est-ce que tu t'es fait accompagner par une organisation quelconque ou par des consultants? Oui, on s'est fait aider par une organisation extérieure, par des consultants. Ouais. Et puis, on est en train d'investir aussi en interne avec des formations de nos managers, des formations de relais un peu partout dans les ateliers. Et puis, on a, de manière très pragmatique, il n'y a rien de tel que de montrer par l'exemple. Donc, on a réalisé un premier chantier, un chantier au Chine dans notre entrepôt. On avait un enjeu majeur sur la partie e-commerce. On avait vu notre pourcentage de chiffre d'affaires fait par le e-commerce doubler, évidemment, pendant le confinement. On était passé à peu près de 15 à 30% de business e-commerce. Et très clairement, notre entrepôt, le process associé n'était plus du tout adapté à ce niveau de volumétrie. Donc, on avait besoin de capacité et puis on avait besoin de flexibilité. Et d'ailleurs, on avait dégradé les conditions de travail à cause de tout ça. Alors, on a fait un chantier au Chine avec les gens, donc voilà, méthode classique. Et en une semaine, voilà, on a imaginé une nouvelle façon de travailler qui a nécessité après quelques semaines pour améliorer les standards et pour arriver à la solution cible. Et in fine, on a gagné 30% de capacité, 30% de productivité. Ouais. Donc ça, forcément, ça donne envie de continuer. Ça montre l'exemple. Mais vous le savez tous, sauf à ceux qui ont beaucoup d'années d'expérience sur l'excellence opérationnelle, c'est jamais acquis. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, la culture, elle est implantée chez nous. Oui. On est toujours à semer et à arroser pour que progressivement, ça devienne un réflexe, mais ça ne l'est pas encore. D'accord. Et puis toi, tu avais aussi développé cette culture de tes précédentes expériences, d'abord dans l'automobile, où j'imagine tu l'as appris, et puis chez Yves Rocher, dans le groupe Rocher, où tu l'as déjà déployé dans l'industrie de la cosmétique. Donc, tu étais à ta 3e ou 4e transformation d'une industrie différente pour leur amener de l'excellence opérationnelle. Oui, tout à fait. Et c'est là où, avec de la maturité, on apprend que ce n'est pas que des outils, mais c'est aussi la façon dont on implique les hommes, comment les hommes sont au cœur du dispositif. Et les outils ne sont qu'un moyen. D'accord. Et ben justement, en parlant d'hommes, là, c'est une des questions de iPad 5. Quels sont les métiers clés que vous avez cherché à faire progresser? Et quand vous formez vos équipes, est-ce que vous avez des façons de faire pour que la formation soit la plus efficace possible? Alors, iPad 5, c'est Jean-Philippe Ollier, Michelin. Ah, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors, tous les métiers dans l'entreprise, je pense, sont en train de se transformer. La façon différente j'ai pas trop détaillé, mais la façon différente de développer et de produire, où en synthèse, on était en mode push et puis on est en train de basculer en mode pull. Ça commence au début de la création de la collection et ça finit dans l'atelier sur la machine à coudre, dans l'atelier de confection. Tous les métiers sont impactés.
Donc, on a vraiment, on est sur une transformation complètement globale. Après, comment on fait pour, dans nos séances de formation, faire en sorte que les gens adhèrent? Ouais. Je ne sais pas si on a une recette particulière, honnêtement, pendant les formations. On a un esprit assez fun chez Petit Bateau. On essaie quand même de mettre beaucoup de joie de vivre dans tout ce qu'on fait. Oui. Et donc, on essaie d'être plutôt créatif. J'ai plutôt envie de parler de la dynamique globale que nous avons mise en œuvre, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le Graal ou l'aventure ou le rêve partagé, ce qui a donné envie à un maximum de gens en fait, de se lever et de participer à cette transformation. C'est ça qui me paraît être le ressort le plus important, que de se dire après, de manière un peu plus détaillée, comment on fait dans chaque formation. Il y a néanmoins les recettes que j'ai données au niveau de la boîte me semblent essentielles, hein, et on essaie de se les appliquer à chaque fois. C'est à chaque fois comment on fait prendre conscience, comment on donne envie aux gens. Le reste n'est que technique et le reste est très facile. Mais la prise de conscience et l'envie sont fondamentales. D'accord. Oui. Et comment vous mesurez alors l'envie, ça se traduit aussi par des réussites et par des résultats. Comment vous mesurez finalement ce progrès et qui donne de plus en plus envie d'aller dans cette aventure? Ouais. On est dans une enquête annuelle qui s'appelle Tell Us, qui ressemble à une enquête de satisfaction interne finalement, hein, qui mesure le taux d'engagement des gens, le taux d'implication des gens, etc. Et on a fait une mesure milieu d'année dernière, on avait une marque un an avant. On a eu déjà un taux de participation à cette enquête de mémoire à peu près de 10 points supérieur à ce qui avait été fait précédemment, donc ce qui était une première marque intéressante pour nous. Et on a eu un taux d'engagement, là aussi, qui a progressé d'à peu près 10 points et qui nous faisait, par rapport au benchmark de la société, être plutôt dans la limite haute des entreprises quand on regarde cette partie taux d'engagement. Donc ça, c'est une mesure, je trouve, très, très intéressante et très concrète de la façon dont finalement l'ensemble des salariés se disent bah ouais, je crois plutôt en ce qui est en train de se passer. Et cette mesure, on la continue tous les ans. Donc on va être capable tous les ans de se mesurer et de voir si on continue à progresser. Alors peut-être avec des effets moins importants, mais à minima de se dire on crante bien les résultats acquis et puis on continue à progresser, j'allais dire, un peu plus de manière marginale. Mesure du change. Ok, super, merci. Merci Jean-Marc, merci Jean-Philippe. On a aussi des questions de Florian et Romain. Ils ont la même question tous les deux. C'est quels sont les prochains challenges que vous allez avoir à relever chez Petit Bateau pour continuer à progresser? Alors, déjà, on n'a pas tout à fait fini ce qui est en cours. Donc, on est à peu près à la moitié de la route par rapport à ce qu'on s'était fixé, en tout cas sur les sujets dont je vous ai parlé, quand on se parle de réactivité et puis quand on se parle de transformer la façon dont on crée nos produits. On a un énorme challenge qui est une transformation, j'allais dire RSE de notre site de production. Puisqu'on s'est fixé l'ambition un peu folle d'avoir un impact quasiment nul en eau et en carbone à 2030 sur notre site de production français. Et ça concerne en particulier notre atelier de teinture qui consomme beaucoup d'eau, qui consomme beaucoup d'énergie. En tout cas, on a une marque à 2025 où on doit baisser de 50% notre consommation d'eau et de 30% notre empreinte carbone. Donc là, on a un immense projet pour à la fois changer nos machines, changer la façon dont on crée de l'énergie, donc tout ça interagit, et évidemment nos recettes, nos process, puisque ça va être de l'optimisation aussi de nos process pour atteindre cette ambition très importante au niveau RSE. Et ça a vocation à, j'allais dire, inspirer nos partenaires, en sachant qu'on s'inspire aussi d'eux parce qu'on a beaucoup à apprendre de nos partenaires, donc on est vraiment dans cet échange, et en particulier avec notre gros partenaire marocain. Mais voilà, ça va être un challenge au niveau des opérations très, très important. Puis je vais en citer un deuxième qui est vraiment dans un domaine d'activité différent. On va aller plutôt sur la partie logistique et distribution. Une évolution importante de notre business dans le textile, c'est la seconde main. Aujourd'hui,
la marque de vêtements la plus vendue sur Vinted, c'est Petit Bateau. Ah, Voilà. donc la Et preuve oui, que vos produits sont de qualité et durables. voilà, c'est ça. Sauf qu'on préférerait que ce business il soit chez nous plutôt Oui, que ailleurs. vous allez créer votre Et on plateforme. a la conviction, ouais, et on a la conviction d'ailleurs que c'est une évolution importante de notre business demain et que ça fera partie intégrante de notre business demain. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en phase de test dans des magasins d'usine, et on va continuer à tester. Vous verrez du online arriver bientôt. Et on va progressivement internaliser toute cette activité logistique dans notre entrepôt, très certainement, pour être capable de proposer des services de seconde main et au-delà. D'ailleurs, on a plein d'autres idées autour de tout ça. Et ça, c'est une transformation importante aussi, puisque voilà, on gérait à la palette, on gérait à l'UVC, on gérait à la RCT, à la référence couleur taille. Là, on va gérer le produit unique quand on est en seconde main, puisque un ciré jaune 3 ans et un autre ciré jaune 3 ans qui n'ont pas forcément eu la même vie avant ne sont pas les mêmes produits. Il faudra les gérer différemment au sein de l'entreprise. Donc voilà, une autre transformation intéressante et importante au service du business. Et vous voyez, toujours avec cette logique d'internaliser ce qui fait partie vraiment de notre cœur et qu'on ne peut pas laisser à l'extérieur. Même si, dans un premier temps, si je reprends mes termes tout à l'heure, on accepte d'être médiocre et on teste. On n'est pas parfait et on voit et on s'ajuste et on avance et on se fait aider de startups qui nous proposent des solutions SaaS pour gérer des business nouveaux comme ce que je viens de vous raconter. Ça marche. Et alors donc là, tu réponds à la question de Damien, mais en même temps, je voudrais revenir sur la question de Charles-Antoine, et c'est en lien avec ce que tu viens de dire, c'est que vous avez mis en place une culture test and learn, vous essayez beaucoup de choses. Comment vous faites pour ne pas rester piégé dans l'enfer du projet ou dans l'enfer du POC, de la centaine de tests et d'arriver à passer à l'échelle, de faire les tests, et une fois qu'on a échoué plusieurs fois et qu'on commence à avoir quelque chose de tangible, comment vous faites pour passer à l'échelle au niveau de l'entreprise ? C'est-à-dire que c'est pas des tests pour, c'est pas des tests pour se faire plaisir ou parce qu'on est des geeks absolus. C'est des tests parce que ces sujets qu'on met sur la table, des sujets où on va chercher des solutions SaaS ou autres, c'est juste des sujets fondamentaux pour atteindre nos objectifs et pour développer notre ambition comme on l'a prévu. Donc en fait, on n'a pas trop le choix. On peut accepter à un moment donné que le test ne soit pas satisfaisant ou qu'on soit obligé de corriger quelques paramètres. Mais in fine, il y a une obligation absolue de réussir sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas une option, en fait. Ce n'est pas au cas où on verra si ça marche, quoi. C'est juste indispensable. Oui, ça rejoint l'introduction, en fait. Vous étiez dans une situation où vous aviez tellement besoin de vous réinventer que ça permet d'avoir la tête bien claire, se motiver et de prendre des bonnes décisions rapidement. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On approche la fin du webinaire. Donc, merci beaucoup, Jean-Marc. C'était vraiment passionnant et c'est impressionnant et très intéressant de voir la vitesse à laquelle tu as réussi avec tes collègues à réinventer une entreprise centenaire. Et pour ma part, j'aime beaucoup la marque Petit Bateau, donc je suis très content de pouvoir continuer à habiller mes enfants en Petit Bateau pour de nombreuses années. Merci pour cette interaction, Charles. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, j'allais dire que c'est que le début d'un échange entre nous. Si vous avez envie qu'on continue la discussion et l'échange en dehors, je suis très à l'écoute et très à la disposition de tous pour rentrer plus dans le détail de tel ou tel sujet. Et puis, si vous pensez que vous pouvez nous aider, on a plein de choses à apprendre. Donc, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Ouais, super. Ben, merci beaucoup. Et d'ailleurs, Jean-Marc a raison. C'est la communauté industrie. Il y a ces webinaires qui sont des moments d'échange. Il y a aussi la plateforme auquel Clarissa et H vous envoient souvent des messages. Et n'hésitez pas à interagir dessus, à poser des questions entre vous et à vous partager des bonnes pratiques. Le but, c'est de créer un lien comme ça entre pairs, entre industriels pour continuer à progresser. Allez, merci beaucoup. Très bon après-midi et bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.